Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Bonjour. J'accueille Catherine Fournier, mon ancienne mairesse lorsque j'habitais à Longueuil. Bonjour, Catherine Fournier. Je vais vous laisser le temps de vous installer dans votre microphone. Bonjour. Monsieur Nantel. Oui, c'est ça. La vérité, c'est qu'on se connaît vraiment bien. Mais vous êtes quand même la mairesse c'est la 3e plus grande ville au Québec? Si on compte l'agglomération, mais disons, en tant que ville, on est la 5e. C'est quand même une tâche très importante que vous assumez. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée déterminante parce que vous allez afficher vos couleurs quant à votre vision sociale d'un problème aussi grave et marquant et visible qu'est l'itinérance, même à Longueuil. Tout à fait, on le sait, c'est un phénomène en augmentation, bien sûr, chez nous. Puis les citoyennes et les citoyens en sont bien conscients, le voient, parce qu'avant, on faisait face à une itinérance plutôt cachée. Oui. À l'époque, quand tu étais député, Pierre, je me permets, excusez-moi. On peut se tutoyer, c'était mieux. Allons-y, écoute, on se connaît, mais ça n'enlève pas tout le respect et l'admiration que j'ai pour toi et surtout ta fonction de mairesse de Longueuil. C'est une ville que je connais très bien, mais qui, évidemment, c'est pas une ville aussi homogène, disons, que Boucherville. C'est une ville qui comporte des grands écarts de statuts sociaux. Oui, exactement. Puis donc, le tissu social a changé aussi ces dernières années. Puis comme partout ailleurs au Québec, on a de plus en plus de vulnérabilité qui exacerbe des phénomènes qui existaient déjà. Même si on la voyait pas, l'itinérance, à l'époque, comme je le mentionnais, il y en avait quand même. Elle était cachée, mais depuis la pandémie, elle est de plus en plus visible. Donc, en 2020, au printemps, l'ensemble des partenaires communautaires, la Ville de Longueuil, gouvernement à travers les 6 se sont rassemblés pour créer un refuge d'urgence qui s'appelle la Halte du Coin. Et donc, qui dit urgence dit aussi précipitation dans le choix du lieu. C'était comme une évidence que ça devait être à l'époque à l'église Notre-Dame-de-Grâce, au coin de la rue Bourassa et du chemin du Coteau-Rouge parce qu'elle était disponible. Puis il y avait beaucoup de ressources également qui étaient déjà présentes dans le secteur. Mais la présence de la Halte du Coin dans ce carrefour-là avait déjà une date de fin parce qu'on savait qu'à terme, il y avait un projet en planification qui s'appelle Un toit pour tous, un projet hyper structurant pour la communauté. On parle de 84 unités de logements sociaux pour des populations qui sont à risque d'itinérance ou en sortie d'une trajectoire d'itinérance. Et donc, pour pouvoir y répondre, pour mettre en branle le chantier, il faut relocaliser la ressource de la Halte du Coin. Donc, c'est ce qui nous a occupés, je dirais, depuis 2 ans et demi, depuis mon élection comme mairesse. J'en doute pas, parce que c'est toujours déchirant, le choix, comme tu l'évoquais. Les 6 et tous les intervenants du milieu communautaire se sont dit, il va faire... Parce qu'effectivement, lorsqu'est apparue la pandémie, on dirait qu'il y a eu une convergence de gens sans domicile vers les grands centres, Montréal, mais Longueuil aussi. Il y a même, selon ma perception, il y avait même des gens qui, à choisir où s'installer temporairement, ils préféraient Longueuil, c'était moins épeurant que la grande ville de Montréal, etc. Il y avait comme une recrudescence. Ouais, si j'ai les chiffres sont bons, c'est 4 fois. Les centres de domicile fixe du côté de Longueuil ont été multipliés par 4 dans les dernières années. On n'a pas le chiffre spécifique pour Longueuil, mais pour la Montérégie, ça a augmenté de façon importante. Mais partout ailleurs au Québec, c'est ce que j'allais dire. Puis non seulement chez nous, mais on le voit en Amérique du Nord. Il y a eu tout un dossier en fin de semaine sur l'itinérance en Californie. On est comme à une espèce de conjoncture de crise. La crise de l'habitation, la crise de la santé mentale, mais aussi la crise de la drogue, donc les surdoses, les opioïdes, on le sait. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui ont exacerbé aussi le phénomène sur nos territoires. Donc, ça prend une réponse qui soit concertée, mais c'est sûr que la solution la plus structurante, c'est le logement. Puis d'ailleurs, la Ville est pleinement engagée, non seulement avec le projet Un toit pour tous, je le rappelle, 84 unités, c'est pas rien. C'est absolument ça va fantastique, venir on en vraiment parle diminuer la constamment. pression. On va ajouter même à relativement court terme 10 unités, 10 chambres à la Casa Bernard Hubert, qui est aussi un organisme qui aide vraiment des hommes à se reprendre en main, qui sont en sortie aussi de l'itinérance. Donc, effectivement, il y a beaucoup de ressources sur le chemin du Coteau-Rouge, puis c'est ça aussi qui accroche un peu avec la cohabitation sociale. C'est-à-dire que je pense qu'on avait une espèce de point d'équilibre. Là, les citoyens du coin ont vraiment fait un effort que je salue. On l'a vu beaucoup de démonstrations de solidarité, mais il y a eu aussi de la compréhension. Mais je comprends, les gens étaient préoccupés, puis il y avait des revendications qui étaient totalement légitimes, puis nous, en tant que ville, on a pris nos responsabilités parce que, on le sait, c'est pas l'itinérance, la lutte à l'itinérance, c'est pas une compétence municipale. Non. Ça relève des gouvernements fédéraux et gouvernement du Québec. Mais
on pense qu'on peut jouer un rôle. Puis d'ailleurs, on fait une contribution majeure en tant que ville en mettant à disposition du refuge de la Halle du Coin un bâtiment municipal. Donc, c'est vraiment la ville qui est là et qui répond présente. J'imagine la journée que tu as quand même, parce que vous avez décidé d'en parler aujourd'hui. Il y a certainement beaucoup d'intérêt, comme tu disais, surtout après le dossier qu'on a vu du côté de San Diego, où on a installé des tentes, pratiquement comme dans un camp de réfugiés au Moyen-Orient. Il faut faire face à la musique, et c'est vrai qu'en Californie, ça fait belle lurette qui sont exposés à ces problèmes-là. Mais je suis certain que au-delà parce qu'on connaît bien la complexité de la dynamique avec les gens de ce quartier-là, compte tenu qu'il y avait déjà des installations. Mais donc, la question qui tue, si on a l'effet sonore, c'est où allez-vous installer des gens de la Halte du Coin? Y a-t-il un local qui a été trouvé? Oui, exactement. La Ville met à disposition du refuge un bâtiment municipal, le centre Jeanne Dufresnoy, qui était un bâtiment sous-utilisé. On avait un projet à plus long terme avec l'organisme L'Entraide chez nous et son projet d'épicerie solidaire avec du logement. Donc ça, c'est toujours dans les cartons de la Ville, mais on espère qu'en se donnant quelques années, on commence par 2 ans pour voir comment ça se passe, qu'on va réussir grâce aux nouveaux logements spécifiquement dédiés aux personnes à risque d'itinérance sur notre territoire à venir baisser la pression. C'est délicat, hein? Vraiment, je comprends, je vois bien, parce que le centre du Jean Dufresnoy, c'est celui qui est au coin de Curé-Poirier et de Sainte-Foy. En fait, maintenant, c'est Curé-Poirier puis Chemin-Chambly, effectivement. Donc, c'est un bâtiment qui est sous-utilisé à l'heure actuelle, mais c'est pas idéal non plus. Par contre, on a voulu choisir un site le plus loin possible des écoles puis des terrains sportifs. On sait que ça avait été un enjeu de cohabitation avec l'église qui était juste à côté de l'école des Petits Explorateurs. C'est pas évident, là, dans un milieu très dense puis bâti comme celui de Longueuil. Les écoles sont quand même assez à proximité, mais celui-là, vraiment, il n'y a pas d'école à moins de 550 mètres. Puis ça, c'est comme une marche d'une dizaine de minutes. Puis c'est de l'autre côté aussi du chemin Chambly. Puis les 2 autres écoles sont à 900-950 mètres. Donc, on pense que c'est raisonnable en contexte. Puis la présence aussi de commerce. On n'est pas non plus en plein cœur d'un quartier 100% résidentiel, mais je comprendrais les gens autour d'avoir des questions qui sont légitimes. Encore une fois, on a une brigade de cohabitation sociale. Il y a l'organisme aussi qui va faire des démarches auprès des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous allez avoir des gens... Là, premièrement, parce que là, malheureusement, si on a le temps encore, j'aimerais juste évoquer à quel point la Halte du Coin, c'était une solution audacieuse à un problème très particulier. Est-ce que j'ai raison de dire qu'à l'époque, en tout cas, on parlait de ce que dans la communauté, on appelle un wet shelter, c'est-à-dire que les gens qui avaient là n'étaient pas toujours sobres? C'est effectivement le cas. Puis c'est le seul refuge sur la rive sud de Montréal qui accepte des gens en situation de consommation. Donc, on appelle ça une ressource au seuil de tolérance. On n'est pas dans les consommations supervisées, tout ça, comme il y en a à Montréal. Nous, c'est pas le cas à Longueuil, mais c'est quand même un centre qui va accepter des populations en état de consommation. Donc, ça prend une intervention, une approche qui est différente, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un toit, bien sûr, pour assurer une certaine sécurité, mais il faut surtout d'avoir une approche d'intervention qui va aider les gens à se reprendre en main. Ce genre de refuge-là, c'est la première étape. C'est le premier pas vers le système, vers, par la suite, une migration vers d'autres ressources qui vont accompagner la personne dans toute cette transition-là, parce que ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années dans beaucoup de cas, mais c'est important d'avoir l'ensemble du continuum de services. Ceci dit, la Halle du Coin, elle est pleine. Il y a 35 places. Habituellement, c'est seulement 20 l'été, mais là, on a maintenu le 35 places pour la période estivale. Mais on en a parlé tantôt. Il y a des gens qui venaient de Montréal au début, puis je le dis, là, mais on est plein à Longueuil. Oui, il ne faudrait pas accentuer un mouvement de migration vers Longueuil. C'est plein, effectivement. Nos ressources sont à pleine capacité, mais on voit là, qu'en Montérégie, il y a d'autres villes également qui connaissent ce phénomène-là, mais un petit peu partout. Hein. Je pense à Saint-Jérôme, à Granby. C'est pas des villes qui étaient habituées de jongler avec le phénomène d'itinérance. Heureusement, à Longueuil, on a un milieu communautaire très tissé serré qui connaissait déjà la problématique de l'itinérance. On a la table d'itinérance Rive-Sud qui fédère l'ensemble des organisations qui œuvrent pour les personnes vulnérables. Puis d'ailleurs, eux vont mettre en place une cellule... j'ai envie de dire une cellule de crise, parce qu'on a vu quand même des débordements les campements autour de la halte, puis on va s'assurer qu'avec le déplacement du refuge, c'est sûr qu'on s'attend à un déplacement conséquent de certains campements, mais de s'assurer de bien faire les choses en amont, compte tenu qu'on va apprendre aussi des leçons de l'ancien site pour être certain avec le SPAL, avec notre approche très proactive, nos intervenants sociaux. Mais ici, je pense que ce projet-là est quand même chanceux d'avoir
une mairesse qui s'y connaissait déjà. Tu as été députée provinciale là-bas, puis je me rappelle, pour avoir parcouru ces trottoirs, que les gens se rappelaient très bien de comment tu avais été le plus proactif possible avec ces différents organismes-là. Tu as raison, Longueuil se caractérise par un tissu d'organismes sociaux qui ont... Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un enjeu qui a toujours existé, puis on a réussi à bien faire vivre tout ce monde-là ensemble. Et je pense entre autres au repas du passant qui a toujours été installé sous l'église en question. Et qui va faire partie du projet communautaire de redéveloppement. Un toit pour tous. Un toit pour tous avec les 84 unités de logement. Donc, c'est pas des logements dénués de soutien communautaire. Au contraire, il y aura le repas du passant, il y aura d'autres ressources également parce qu'on parle vraiment d'une transition. Donc, c'est peut-être la différence entre le modèle québécois puis le modèle américain aussi, qui semble, malgré l'ajout de logement, pas donner de résultats. Quand on parle d'itinérance, oui, bien sûr, un toit sur la tête, mais aussi un accompagnement adéquat. Pour assurer une reprise en main. Mais vraiment, moi, je tiens à dire ici que tu fais partie de... C'est drôle, là. Je rappelle que nous parlons actuellement à Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil, que ça donne que je connais très, très bien, puis on a choisi de se tutoyer, mais j'ai beaucoup d'admiration pour toute cette bordée de nouveaux maires et mairesses qui sont arrivés en 2022, 2021. 21. Et je voulais te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas comme... C'est pas frappant que beaucoup de cette relève municipale a une oreille particulièrement sensible aux enjeux sociaux, à une forme de progressisme, plus qu'avant. Il me semble que ça caractérise votre cohorte de maires et de mairesses. Je crois que c'est un changement de vision de ce que le rôle que doivent jouer les villes. On le voit davantage maintenant, on le dit souvent comme des gouvernements de proximité, mais donc il y a des réelles visions qui se mettent en œuvre, puis c'est pas seulement un conseil d'administration comme on le concevait à l'époque. Donc évidemment, on travaille de pair avec nos équipes, qui sont les experts. Moi, je salue d'ailleurs toute la direction de la culture, du sport et du développement des communautés à la ville de Longueuil, qui est très proactive sur la question de l'itinérance. La semaine dernière, pas plus tard que lundi, on organisait une journée de réflexion avec tous les partenaires et même on a invité des citoyennes et des citoyens en situation d'itinérance ou avec un vécu d'itinérance parce qu'on pense que c'est important qu'ils fassent également avec partie. Un vécu d'itinérance en plus. Oui, bien sûr, parce que si on veut trouver des solutions qui soient concertées, ça serait un peu ironique de tenir à l'écart les premières personnes qui sont concernées par la situation puis qui peuvent nous apporter un regard puis nous aider à trouver les actions qui sont conséquentes puis des solutions concrètes. Donc oui, ça approche là de la ville de Longueuil, mais on le voit un petit peu partout à travers le Québec. C'est un changement, puis c'est une transformation, j'ai envie de dire, de la politique municipale ou même de la façon d'administrer les villes. Question que je me dois de te poser. Est-ce que vous avez... Là, je vais vous voyez, est-ce que vous, Mme la maire, vous avez l'impression que plusieurs politiciennes et politiciens qui ont décidé de faire du municipal ont vu dans le municipal un endroit où ils pouvaient exercer de façon plus concrète leurs valeurs progressistes que s'ils étaient candidats pour Québec ou pour Ottawa? C'est une excellente question, puis je pense que j'en suis la preuve parce que j'ai moi-même été députée. Puis c'est sûr qu'au municipal, on est vraiment dans l'action. Puis on voit les changements qu'on est capable de mettre en œuvre de façon très concrète. On est dans la vie quotidienne des gens. 70% des services qu'on utilise, c'est des services municipaux. Puis juste pour les enjeux sociaux, bien, même si c'est pas notre responsabilité comme l'itinérance, ben on est en première ligne. Donc, on doit... c'est nous qui devons un peu jouer les chefs d'orchestre souvent. Parce que si on assemblait le pouvoir de représentation de Montréal, Longueuil, Laval, Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivières, mettons, je sais pas s'il m'en manque une dans tout ça, on arriverait à quoi? À 90% de la population? Quand les maires parlent... Oui. Ça parle fort. Puis on l'a vu dans les dernières années, depuis 2021, une alliance des maires des grandes villes du Québec pour porter les enjeux que l'on constate à tous les jours dans nos communautés. Puis c'est un peu ça notre rôle aussi, c'est de représenter, d'être les porte-voix des enjeux sociaux pour interpeller aussi les autres ordres de gouvernement pour qu'on collabore toutes et tous ensemble. Absolument. Puis c'est ça à quoi la population s'attend de nous. Ben, en tout cas, je vous félicite et je pense qu'il ne faut pas oublier, donc, oui, la halte du coin se déplace pour faire face à la situation d'itinérance, mais oui, vous avez un beau projet de logements sociaux qui prend forme sur le chemin du Coteau-Rouge, que dans mon temps, on appelait le chemin Sainte-Foy. Mais maintenant, on est de retour à l'appellation patrimoniale, le chemin du Côte-Rouge. Madame Catherine Fournier. On redonne sa place à l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon été.